journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur BSC TV, dont voici la charpente. Les pays de l'Union africaine ont désormais un rapport régional contenant une position commune sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. C'est donc l'engagement que le ministre d'État congolais en charge du genre a su arracher au cours de la 4e réunion du comité technique spécial sur le genre à Addis Abeba. Et puis des réactions fusent de partout autour du probable retour de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila au pouvoir en 2023. La dernière réaction en date enregistrée est celle de l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Pour cette personnalité politique congolaise, aucune loi n'empêche Joseph Kabila de briguer un mandat électif en RDC. Enfin, la malédiction d'élimination en 16e de finale d'une compétition interclub de la CAF pour le Daring Club Motema Pembe est conjurée depuis dimanche 3 novembre 2019 après sa victoire par 2 buts à 1 face au club kenyan de Gor Mahia. Encore une fois de plus, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Le ministère du Plan que dirige Élisée Minembwe a organisé ce lundi 4 novembre 2019 à l'hôtel Memling un café diplomatique de sensibilisation autour du thème « Organisation des enquêtes à l'indicateur des objectifs du développement durable ». Cette enquête va permettre de doter la RDC des données statistiques fiables. Suivez cet élément de la rédaction de BSC TV. Ce lundi 4 novembre 2019, la vice-primature et ministère du Plan que dirige Élisée Minembwe a organisé un café diplomatique de sensibilisation autour du thème « L'organisation de l'enquête à l'indicateur des objectifs du développement durable ». Ce café diplomatique qui a réuni les partenaires traditionnels de ce projet dans le PNUD vise à permettre à la République démocratique du Congo de se doter d'un rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cette enquête permettra au pays d'avoir de données statistiques fiables. Dans son mot de circonstance, Élisée Minembwe, vice-premier ministre et ministre du Plan, a affirmé que l'analyse des données qui découleront de cette enquête va permettre d'évaluer le progrès accompli. L'organisation de cette enquête constitue une priorité. C'est pourquoi il tient à honorer son engagement financier dans un bref délai. Nous avons ici la présence du ministère du Budget et du ministère des Finances. Notre document a dépassé les caps du ministère du Budget et se trouve aujourd'hui au ministère des Finances. Donc, le gouvernement est engagé pour que cette enquête ait lieu et que le plan national stratégique pour le développement ait toutes ces informations pour sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, distingués invités, encore une fois, je vous remercie. À son tour, Dominique Saint, représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a déclaré que ce café diplomatique permettra aussi d'élever les fonds pour la mise en œuvre de la dite enquête. Notez que selon les experts du ministère du Plan, le coût global de cette enquête est de 3,34 millions de dollars. Leur vœu est aussi que cette enquête se fasse chaque 2 ans. Comme vous l'avez suivi en luminaire, les pays de l'Union africaine ont désormais un rapport régional contenant une position commune sur l'égalité du genre et l'autonomisation de femmes. C'est donc l'engagement que le ministre d'État congolais en charge du genre a su arracher au cours de la 4e réunion du comité technique spécial sur le genre à Addis Abeba. Ce rapport sera présenté en 2020 à New York à la 64e session de la Commission de la condition féminine. Esther Pezo Omba nous en parle.
Désormais, les pays de l'Union africaine ont un rapport régional issu d'une position commune sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes à présenter et à défendre l'année prochaine à New York à la 64e session de la condition féminine. Après plus de 6 heures d'intenses travaux au perchoir de la 4e réunion du comité technique spécialisé sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, CTS en sigle, Béatrice Loméa, ministre d'État en charge du genre en RDC, en sa qualité de présidente de ce comité, a su arracher cet engagement des ministres de la région pour faire avancer l'agenda genre. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que là, nous avons finalement adopté les rapports des travaux des experts. Nous avons également adopté la déclaration de Beijing plus 25, qui est l'évaluation de la déclaration de Beijing et de sa plateforme d'action. Mais il y a également les rapports ministériels qui sanctionnent cette rencontre. Donc ça a été effectivement une réussite parce que nous sommes arrivés jusqu'au bout et nous avons atteint les objectifs pour lesquels nous sommes déplacés ici. 25 ans après la déclaration de Beijing, les 12 domaines d'activité critiques qui sont retenus dans ce document, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été fournis par les États, mais il reste encore beaucoup à faire. Une première sortie africaine de la Mineta du genre, famille et enfants, avec des résultats escomptés que saluent d'autres participants. Je peux vous dire que je suis particulièrement fière. Non seulement c'est la première ministre d'État dans ce secteur, dans le genre, et pour nous c'est une satisfaction plus qu'évidente. Nous la félicitons pour la bonne tenue des travaux et nous sommes vraiment très contents et pour le mandat de la RDC, nous sommes très heureux. La révision du rapport sur Beijing plus 25 et les grandes décisions pour honorer les femmes ayant conduit ce rapport jusqu'à ce jour étaient aussi au centre des débats auxquels les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les institutions et les membres de la société civile ont participé à Addis Abeba en Éthiopie. Tout à fait autre chose dans ce journal. 8 étudiants congolais séjournent en Italie pour la formation de formateurs en petites et moyennes entreprises et dans l'agro-industrie mise en place par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Au lancement de cette formation, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a appelé les bénéficiaires à saisir cette opportunité pour revenir servir le pays. Lieva Luzolo nous en parle dans cet élément. Ces 8 étudiants finalistes de l'école supérieure de la gouvernance économique et politique ECOPO Lubumbashi parachèvent leur cursus à l'université Camerino en Italie, dans la commune de Montesane Martino, dans la province de Macerata, à plus de 35 km de Rome. Devant les autorités italiennes venues rehausser de leur présence cette cérémonie, qui n'est que le symbole du lancement du programme du développement, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui s'est fait accompagner du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, ont inscrit cette démarche dans le cadre d'appui à l'industrie agroalimentaire qui a un impact sur la transformation économique, sociale, la réduction de la pauvreté et la création des richesses. Nous avons envoyé donc 8 étudiants du niveau master en Italie pour devoir se spécialiser dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire, parce que dans les 5 ans qui viennent, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions beaucoup plus nous focaliser sur la transformation de nos produits et la transformation de produits agricoles. En venant ici en Italie, c'est de permettre que les jeunes étudiants que nous commençons à envoyer reviennent au pays avec des projets qu'ils ont élaborés ici, puisant de l'expérience de ce qu'ils ont vécu, et ils bénéficieront automatiquement du financement du Fonds de promotion de l'industrie pour qu'ils commencent à créer la richesse. Ces 8 étudiants de l'ECOPO, qui sont considérés comme les pionniers de ces projets, sont à l'université Camerino en Italie pour parfaire leurs connaissances sur les processus assurance qualité, innovation, certification et transformation de divers produits alimentaires. Ils vont ainsi renforcer leurs connaissances en entrepreneuriat et en création d'entreprises. Le DG du FPI, Patrice Kitebi, qui finance ce programme, a martelé sur la prise de conscience. Ces récipiendaires qui ont remercié le FPI pour la matérialisation de ce programme ont promis de s'impliquer à fond cette formation afin de rentrer au pays et de former à leur tour d'autres jeunes Congolais. Parlons de cet élément, mesdames, messieurs, des réactions contradictoires fusent de partout au sujet du probable retour de Joseph Kabila au pouvoir en 2023. La dernière réaction en date est celle de l'ambassadeur Alain-André Atundu Liongo. Pour cette personnalité politique congolaise, aucune loi n'empêche Joseph Kabila de briguer un mandat électif en RDC. Placide Kesselo explique.
D'après André Alain Atundu Liongo, cadre du Front commun pour le Congo, aucune disposition constitutionnelle n'empêche un ancien président de la République à briguer la présidence après avoir passé les relais à son successeur. Alain Atundu a tenu ses propos au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce dimanche 3 novembre 2019 à Kinshasa. Évitant un débat sans fondement juridique sur les possibles retours aux affaires de Joseph Kabila en 2023, ce cadre du FCC a renvoyé ceux qui s'y opposent à la lecture de la Constitution en ses articles 72 et 108. Il ne s'est pas arrêté là. Il leur a demandé aussi de lire la loi électorale en ses articles 9 et 10. Aucun de ces articles, estime-t-il, n'érige une barrière contre l'option relative au retour au pouvoir du président du PPRD et autorité morale du Front commun pour le Congo. Préoccupé de convaincre son auditoire, l'ambassadeur Atundu s'est exprimé en ces termes. En principe, s'il faut s'en tenir à la stricte logique de la thèse du sénateur à vie, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice, ne pourrait même pas prétendre à un deuxième mandat parce qu'à partir de l'exercice de sa fonction, il est éligible au statut du sénateur à vie avant ou après la fin de son mandat présidentiel. Fin des citations. En fin de compte, Alain Atundu a jugé les débats autour de l'impossibilité de l'éventualité d'un ancien président de briguer un mandat électif précoce et considère cela comme une vaste blague. Encore une autre actualité qui défraie la chronique. À l'issue du vote organisé ce lundi 4 novembre 2019 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus provinciaux ont rejeté la suspension de Dolly Makambo Nawej au poste du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Ces derniers estiment que son sort sera fixé après la décision de juge de la Haute Cour militaire. Strine Sulabi Mukenge pour le reportage. Dolly Makambo Nawej garde son poste du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation jusqu'à la décision des juges de la Haute Cour militaire. Cette annonce a été faite ce lundi 4 novembre 2019 à l'issue d'un vote organisé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Réunis pour entamer une procédure de destitution, les élus provinciaux de Kinshasa ont plutôt rejeté la suspension du ministre, estimant que son sort sera fixé après la décision des juges de la Haute Cour militaire. Ces votes s'est déroulé sur l'initiative du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après avoir reçu tôt ce matin un courrier du cabinet du ministre Dolly informant au sujet de son indisponibilité suite à sa mise en résidence surveillée. Le bureau a soumis la question à l'Assemblée qui a soutenu que le poste du ministre provincial ne doit rester vacant. Sur les 38 députés présents, 20 ont voté contre la suspension et 18 autres ont voté pour. Entre-temps, l'audience sur l'affaire du maître de l'administrateur général du centre hospitalier Vijana est suspendue et répondra le mercredi 6 novembre suite à la réquisition des juges par le prévenu Dolly Makambo. Par ailleurs, le collectif des avocats du ministre Dolly Makambo sollicite la recomposition de la Haute Cour militaire du fait de manque de confiance à leur juridiction. En revanche, la partie civile parle des stratégies utilisées par ces derniers pour retarder la procédure. En société, des bandits communément appelés Kuluna ont abattu un policier à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 novembre 2019. Selon le communiqué de la police qui livre cette information, c'est à l'aide d'un moellon que ses habitants ont réussi à mettre fin à la vie du policier dans la commune de Kisenso. Liévin Luzolo était sur place pour le compte des BSC. C'est dans les quartiers Dingi, dans la commune de Kisenso, que cette tuerie a eu lieu. D'après le général Silvano Kasongo, il s'agit de l'agent de la police de 2e classe Ngongo Chonda qui a été tué par des bandits appelés communément Kuluna à Kinshasa. Le chef de la police de Kinshasa a par ailleurs précisé que 2 auteurs de ce meurtre ont été mis aux arrêts. Il s'agit de Landry Mbango Futila, domicilié sur avenue Makengo, numéro 137 dans le quartier Dingi, et de Mukwidi Awelaba, alias Elo, domicilié sur avenue Kichende, numéro 23, dans le même quartier. Les 2 personnes arrêtées sont mises à la disposition du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete pour un procès public dans la parcelle où le crime s'est produit, a souligné le général Silvano Kasongo.
Quittons la ville de Kinshasa pour aller dans la province de l'Ituri qui a vécu une journée sans presse ce lundi 4 novembre 2019 en signe de protestation contre l'assassinat d'un journaliste qui œuvrait dans une radio communautaire située dans la localité de Luemba. Placide Kieselo. La province de l'Ituri a vécu une journée sans presse ce lundi 4 novembre 2019 en signe de protestation contre l'assassinat d'un journaliste qui œuvrait dans une radio communautaire située dans la localité de Luemba, à 55 km au sud de Mambasa Centre. Selon des sources concordantes et crédibles, la localité de Luemba fait l'objet d'une attaque des hommes armés, des fusils et des machettes. Encore les mêmes sources, des coups de feu ont retenti lorsque les assaillants ont investi la résidence du journaliste, lequel a été retrouvé quelques heures après. Au-delà de sa mort, les inciviques ont incendié sa maison. Sa femme a été grièvement blessée à la machette dans ses parties intimes et son fils âgé de 16 ans, qui s'est enfui à l'arrivée des hommes armés, a été retrouvé un peu plus tard. Âgé de 35 ans, les confrères assassinés venaient d'animer une émission de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola à la radio avant que l'irréparable ne survienne. Concerné au plus haut point, l'administrateur du territoire de Mambasa promet de renforcer des mesures sécuritaires afin de protéger son entité et sa population. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Haut-Souélé, Christophe Bassian Nanga, et Emmanuel Adil Anthony, gouverneur des Eyi River State au Soudan du Sud, ont signé dimanche dernier à Isiro un protocole d'accord coulé en communiqué final sanctionnant la fin de la première réunion bilatérale entre les deux entités. La situation sécuritaire, économique et humanitaire était au menu de leur rencontre. Stella Ashema-Wembo pour le reportage. Mariage inédit pour neutraliser les forces négatives. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Baziane Nanga, et son homologue du Soudan du Sud de la province de Eyi River State, Emmanuel Adil Anthony, ont signé ce dimanche 3 novembre 2019 à Isiro le protocole d'accord coulant en communiqué final. Rendu public par le porte-parole du gouverneur du Haut-Ouélé, Hassan Elobia, dans ces documents, les deux parties ont levé un certain nombre d'options pour booster le développement de leurs entités respectives dans un climat de paix. De ces faits, les deux parties ont exprimé leurs préoccupations face à la présence et à l'activisme de forces négatives sur la zone couvrant la frontière commune. Selon les deux chefs d'exécutifs provinciaux, la présence des Séléka centrafricains, de la LRA, de Mbororo, du National Army Salvation et autres groupes armés dans la sous-région menacent gravement la paix, la sécurité, la stabilité et le développement non seulement dans la région mais aussi en Afrique. La bonne nouvelle est que la sécurité sur l'axe frontalier Kaya et Zon sera renforcée. L'organisation régulière des rencontres bilatérales de cette nature sur le marquage de la frontière entre les deux pays devient une nécessité afin de pacifier cette zone. En outre, sur le plan économique, un engagement de construction et d'amélioration des infrastructures routières reliant les deux provinces a été pris pour promouvoir la prospérité entre les deux peuples. Intarissable d'inspiration et d'initiative dans sa passion d'écrire, le professeur Edith Tamboué a enrichi la bibliothèque de la RDC, voire de l'Afrique et du monde, d'un nouveau livre intitulé Ali, Foreman, Mobutu et King. Ce livre a été baptisé le vendredi 1er novembre dans la salle Cinebuzz au Showbuzz dans la commune d'Ngaliema. Sami Bosongo pour le reportage. La salle Cinebuzz du Showbuzz, une salle de spectacles et manifestations située dans la commune d'Ngaliema, a servi de cadre le vendredi 1er novembre 2019 pour la cérémonie du vernissage du livre Ali, Foreman, Mobutu et King, combat de la jungle et de la com, livre écrit par le professeur Edith Tamboué. Dans une salle au siège occupé par un public intellectuel, le modérateur prend la parole à 18h et circonscrit l'événement, non sans annoncer les 4 intervenants de la soirée. Il s'agit de Madame Chantal Kanyembo, du sénateur Didier Moumengi, du ministre Boyamba et du sénateur et doyen Mokolo Wapombo. Faisant l'économie de son livre appelé à intervenir,
Eddie Tamboué explique qu'il ne raconte pas l'histoire, mais qu'il ressort les aspects de la communication qui sont inhérents au combat Ali Foreman d'octobre 1974. Lorsqu'il intervient, le sénateur Mokolo Wapombo revient sur les événements qui ont précédé et entouré l'organisation de ces combats et dévoile que Mobutu cherchait comment redorer l'image du Zaïre après l'échec de la zaïrianisation. C'est lui qui portera le livre au fond baptismaux avec des paroles très évocatrices sur tout le bien que le livre est censé faire aux Congolais. S'en est suivi les moments de questions et interventions du public. Alors que la classe croûte est servie aux invités, Eddie Tamboué parle de l'événement. C'était mon devoir d'intellectuel de revisiter. Évidemment, revisiter un événement, c'est lui donner une autre dimension. J'espère que ce livre a atteint son objectif. Voilà. Merci. Un des participants à la cérémonie livre également ses impressions. C'est tout simplement parce qu'ils viennent de nous retracer l'histoire. Nous n'avons pas vécu à cette époque. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qu'a fait cet événement de ces combats des siècles, la République démocratique du Congo à son temps, Zaïre, on a parlé de ces pays sur toute la planète Terre. Et tu vois, ça fait la fierté de notre pays et qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous rappelle de ces faits historiques, ça ne fait que nous réjouir, mais aussi nous montrer les chemins, nous, la jeunesse montante, de savoir que lorsque nous arriverons à de certaines responsabilités, que nous puissions emboîter les pas pour que ces pays puissent être toujours au rendez-vous de l'actualité politique, économique et de développement de notre pays. Bon vent au livre et que le Congolais l'achète et le lise pour en extraire tout le bien qu'il peut faire à la nation congolaise. Parlons santé à présent, lutte contre Ebola. Un nouveau lot de vaccins vient d'être réceptionné à Goma par le ministre provincial du Nord Kivu. Ce lot contient au moins 11 000 doses. Clarisse Bebumwika explique. Réception au Nord Kivu d'un lot de 11 500 doses des vaccins par le ministre provincial de la Santé, Moïse Kakoulé. Ces vaccins dénommés Johnson & Johnson est un nouveau vaccin destiné à la prévention collective de la population contre le virus Ebola. L'arrivée de ces vaccins vient soulager notre population pour la simple raison qu'en le prenant, nous serons en train de nous protéger nous-mêmes, protéger nos familles et protéger nos communautés, a souligné Moïse Kakoulé, ministre de la Santé du Nord Kivu. Selon les coordonnateurs généraux de la riposte contre cette maladie, la réception de ces lots de vaccins est un nouvel outil qui va aider à protéger bon nombre de Congolais contre l'épidémie à virus Ebola qui a déjà plusieurs fois endeuillé la République démocratique du Congo. Satisfaction également au sein de l'ONG Médecins sans frontières qui se charge de la conservation du dit vaccin. Pour la coordonnatrice de vaccination à Médecins sans frontières, Dr Véronique Kurbania, ces nouveaux lots constituent un atout important pour la lutte contre Ebola. Les débuts de vaccination interviendra après une réunion avec toutes les parties prenantes en la matière. Cette précision est celle du ministre provincial de la Santé du Nord Kivu. Terminons ce journal avec cette information sportive. La malédiction d'élimination en 16e des finales d'une compétition interclub de la CAF pour le Daring Club Motema Pembe est conjurée depuis dimanche 3 novembre, après sa victoire par 2-1 en face du club kenyan Gor Mahia. Par ailleurs, le week-end a été prolifique en Vodacom Ligue 1 où le club favori ont confirmé les pronostics en leur faveur sur différents stades de la République démocratique du Congo. Sami Bosongo. L'or est à la fête et au prestige pour les passionnés du sport roi en RDC et spécialement pour les supporters du club vert et blanc de la capitale congolaise. Raison, la qualification du DCMP à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF dimanche 3 novembre après sa victoire à l'arraché de 2-0 aux prises avec le club kenyan Gor Mahia au stade de Martyr après le nul d'un but partout du match aller en terre kenyane. Il faut dire que DCMP a eu un moral d'acier. D'abord pour revenir au score et ensuite marquer le but salvateur après le but encaissé dès la 11e minute de la première période. Cette qualification des poulains du coach Isaac Ngata à ce niveau de l'Interclub d'Afrique a ceci de spécial qu'elle intervient 11 années après que le team vert et blanc ne franchissait plus l'étape des 16e de finale au point que d'aucuns parlaient même de la malédiction d'élimination en 16e de finale pour DCMP.
Week-end prolifique en Vodacom Division 1 où les pronostics ont été en faveur des équipes favorites. Déjà le samedi 2 novembre au stade de Kibasa Maliba, le tout-puissant Mazembe confirmait son statut de leader en marchant sur le FC Groupe Bazano par 1-0. Pour les rencontres livrées dimanche 3 novembre, l'association sportive Manema Union s'est écoulée douce après sa deuxième victoire de suite en écrasant l'association sportive Nyuki au stade de l'unité de Goma par 3-0. Le FC Saint-Éloi Lupopo a aussi fêté après avoir battu les FC Renaissance par 1-0 au stade de Kibasa Maliba. L'association sportive Victoria Club a continué sa promenade de santé dans les Grands Kivu, où elle a encore triomphé face à Bukavu Dawa par 1-0. Dans les classements provisoires à cette étape de la compétition, le tout-puissant Mazembe reste leader avec 25 points après 9 matchs joués, suivi assez loin par l'association sportive Vita Club, 19 points pour le même nombre de rencontres livrées. Le FC Saint-Éloi Lupopo est troisième avec ses 18 points pour 10 matchs joués. Tout est bien qui finit bien. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition d'information et je vous convie à suivre le rappel des principaux titres. Les pays de l'Union africaine ont désormais un rapport régional contenant une position commune sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. C'est donc l'engagement que le ministre d'État congolais en charge du genre a su arracher au cours de la 4e réunion du comité technique spécial sur le genre à Addis Abeba. Et puis des réactions fusent de partout autour du probable retour de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila au pouvoir en 2023. La dernière réaction en date enregistrée est celle de l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Pour cette personnalité politique congolaise, aucune loi n'empêche Joseph Kabila de briguer un mandat électif en RDC. Enfin, la malédiction d'élimination en 16e des finales d'une compétition interclub de la CAF pour le Daring Club Motema Pembe est conjurée depuis dimanche 3 novembre 2019 après sa victoire par 2-1 face au club kenyan de Gor Mahia. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme des BSC TV et moi je vous retrouve à la fois prochaine pour un nouveau numéro. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité continue sur BSC Télévision, c'est à travers la revue de presse de ce lundi 4 novembre 2019 sur BSC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec le site internet Congo Virtuel qui titre « Incompatibilité sur un sénateur à vie, faux débat ». Un débat occupe actuellement les Congolais autour de la possibilité d'un ancien président de la République devenu sénateur à vie de briguer un nouveau mandat au sommet de l'État. Le débat est parti de l'annonce par des cadres du PPRD d'une éventuelle présentation de la candidature de Joseph Kabila en 2023. Cette annonce a provoqué une levée de boucliers chez certains Congolais pour qui ces sénateurs à vie ne peut plus légalement briguer un nouveau mandat électif en raison des incompatibilités constitutionnelles et légales qui les frappent. L'épicentre de cette contestation se situe au niveau de l'UDPS d'où le temps est particulièrement verrouillé. Venant du parti tshisekidiste, une telle position est compréhensible du fait que ces partis avaient boycotté aussi bien la rédaction de la Constitution, son débat à l'Assemblée nationale 1+4 et le référendum de 2005. Sinon, on aurait interrogé l'histoire et même les archives de l'Assemblée nationale sur cette question. Les députés de l'époque témoignent que ce sujet avait bel et bien été évoqué et que le statut de sénateur à vie n'exclut pas la possibilité de son détenteur de briguer un nouveau mandat présidentiel, ce qui peut entraîner la perte de ses statuts. Presque tous les députés de l'époque sont encore en vie et peuvent encore le témoigner. Parmi eux, des personnalités aujourd'hui dans l'opposition et qui jouaient des rôles prépondérants à l'époque du débat sur la Constitution. Il s'agit notamment d'Olivier Kamitatou, alors président de l'Assemblée nationale. Curieusement, tous sont aujourd'hui dans l'opposition et personne d'entre eux ne sait encore
encore exprimé sur ces dossiers afin de trancher les débats. Nous cheminons dans cette revue de presse avec le site internet Forum des As qui note 34 jours après sa prise de fonction, le VPM frappe un grand coup. Makala, 385 détenus libérés. Homme de parole, le vice-premier ministre Tundaya Kasende n'a pas attendu une éternité pour concrétiser ses promesses. 34 jours après sa prise de fonction, le numéro 1 de la justice et garde des Sceaux a fait libérer 385 prisonniers de l'ex-prison centrale de Makala le samedi 2 novembre dernier. Une liberté conditionnelle qui a plongé dans l'euphorie le bénéficiaire de cette mesure des grâces. Il s'agit, a précisé le patron de la justice congolaise, de condamnés du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et de la cour d'appel de Kinshasa-Matete ayant rempli les conditions légales et dont les dossiers ont été minutieusement analysés par le magistrat de ces deux juridictions. S'adressant aux prisonniers en voie d'être relâchés, le VPM Tundaya Kasende a précisé que cette libération est accompagnée de deux conditions que le prisonnier ainsi libéré devront absolument observer, à savoir ne pas encourir de peine privative de liberté durant toute la période de la peine restante et ne pas causer des scandales par leur conduite au sein de la société. Voilà, nous achevons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui écrit « Ituri, au moins 7 disparus et plusieurs rescapés dans un naufrage sur le lac Albert ». Au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage survenu la nuit de ce dimanche 3 novembre sur le lac Albert. L'information a été confirmée à actualité.cd par le député provincial élu de ces territoires. Une pirogue avec à son bord une dizaine de passagers a chaviré. D'après le député élu, la plupart de ces passagers sont des réfugiés ayant fui les violences dans les territoires de Djougou qui regagnaient le pays en provenance de l'Ouganda. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore communiqué sur la vraie cause de cet incident, mais des sources locales renseignent que le vent violent serait à la base. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Nous vous disons merci pour votre attention et ainsi bonne suite de programmes sur nos antennes.